Bon, alors le dernier le méritait pas vraiment de se faire exploser la tronche à coups de rayons laser, mais allez demander à des aliens transgéniques qui viennent de débarquer sur Terre de faire dans la demi-mesure. Car oui, aujourd'hui, après ma vidéo sur les zombies au Moyen-Âge, on va à nouveau mélanger deux genres très différents, l'histoire et la science-fiction. Je vais vous présenter un scénario tout à fait original qui verra arriver sur Terre une race d'extraterrestres durant la Seconde Guerre mondiale. Une idée complètement perchée à laquelle je ne suis bien sûr pas le seul à avoir pensé, car c'est ce bon vieux Harry Turtledove qui a défriché la voie avec son scénario World War. L'idée que l'humanité, alors plongée dans un conflit d'une ampleur jamais vue dans l'histoire, doive en plus devoir se coltiner les conséquences d'une invasion alien. Mais quel type d'alien? Quel genre d'invasion? J'ai dû faire turbiner mon cerveau pour vous proposer un scénario original, qui contient d'ailleurs quelques concepts, voire quelques images violentes. Oui, sur cette chaîne je fais rarement dans la dentelle, mais c'est ça qu'on aime. Et surtout, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus cool que des nuées d'avions de chasse Spitfire et Messerschmitt qui s'allient pour s'attaquer à d'énormes aliens tout juste débarqués? Eh bien, rien. Absolument rien n'est plus cool que ça, mais en attendant de shooter des aliens, vous pouvez déjà prendre le contrôle de ces avions de la Seconde Guerre mondiale grâce au partenaire du jour, War Thunder. Pour ceux qui ont besoin d'une présentation, War Thunder est un free-to-play créé par Gaijin Studio, qui vous permet de prendre le contrôle de 2500 véhicules aériens, terrestres et navals, allant du biplan des années 20 à des jets ultramodernes et des tanks utilisés aujourd'hui sur le champ de bataille. Avec 70 millions de joueurs, vous trouverez bien quelqu'un pour vous mitrailler la tronche dans des dogfights d'anthologie. Des véhicules de toute époque ultra détaillés que vous pourrez choisir parmi les modèles de 10 pays différents, dont la France, bien entendu. Alors perso, j'y ai joué pendant plusieurs années, donc je sais de quoi je parle, le jeu est très cool. Il y a un système de dommages très précis qui rend le tout très réaliste, il y a d'ailleurs également un mode de jeu réaliste, et pour les obsédés des détails historiques, vous pouvez personnaliser vos véhicules grâce à des camouflages, des peintures, des insignes d'époque, et ce sur console et n'importe quel PC, vu que le jeu est très bien optimisé. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur PC, PlayStation et Xbox en utilisant le lien qui est dans la description et le commentaire épinglé avec en bonus 7 jours de premium, 100 000 monnaies premium et des véhicules premium. Et sur ce, retour à notre vidéo, à notre fiction qui verra débarquer un alien très particulier sur Terre durant la Seconde Guerre mondiale. Quelle terrible menace pourrait s'ajouter à cette horrible guerre? L'humanité va-t-elle s'en sortir? Est-ce un scénario complètement horrible et cauchemardesque que je vous propose? Oui, bien entendu, on va voir ça tout de suite dans ce scénario, un des plus chelous que j'ai écrit. Et sur ce, assez parlé, je vous fais un bisou sur le coin de la joue avec ma tentacule d'alien, et on passe direct au reste de la vidéo. L'explosion primordiale qui donna naissance à l'univers nous vit apparaître. Nous n'étions en ce temps-là qu'un petit amas de matière organique projeté à des vitesses inconcevables à travers le cosmos. Pour une raison qui nous est toujours inconnue, nous disposions d'une conscience minuscule et triquée, suffisante pour nous rendre compte de notre solitude et du vide glacial qui nous entourait. La plupart du temps, nous étions en sommeil. Nous n'étions réveillés que par automatisme lorsqu'un astéroïde croisait notre chemin. Nous dévorions alors la matière organique qui s'y trouvait nichée au plus profond, étendant nos rameaux, nos tentacules, pour y aspirer de l'azote et des molécules complexes. Après nous être accrochés à un de ces véhicules célestes, nous avions survécu en hibernation pendant plusieurs centaines de millions d'années, avant de nous écraser à la surface d'une lune. Durant un long moment, nous nous sommes nourris des molécules que nous trouvions dans les geysers qui affleuraient à la surface. Les éléments fusionnaient avec nous, devenaient une partie de nous. Chaque nouvel organisme que nous mangions, même le plus simple, venait rejoindre notre conscience, une conscience collective, répartie dans tous les recoins de notre corps. Mais il arriva un temps où nous étions devenus trop grands, trop gourmands pour cet endroit. Nous avons dû utiliser une grande partie de notre énergie pour nous extraire de cette lune. Non loin de là, à une certaine distance d'une immense boule de feu, notre radar à nourriture sentit ce monde bleu, plein de vie. Nous avons dû éjecter des parties entières de notre corps, en utilisant toute l'énergie qui nous restait afin d'atteindre ce monde. La violence du choc lorsque nous avons percuté le sol avait réduit notre corps à peau de chagrin, et nous avions survécu, et très vite nous nous étions rendus compte de l'abondance de matière organique tout autour de nous. Nous étions allés vers la source de nourriture la plus facile, nous détournant rapidement des plantes pour tenter de fusionner avec des animaux bien plus nourrissants, bien plus intéressants, lorsque nous avons fini par tomber sur un bipède. Un bipède qui tenta de s'enfuir juste avant que nous réussissions à l'absorber. Tout changea d'un coup. La perception que nous avions de nous, de notre environnement, venait de connaître une expansion sans précédent. Cette fusion nous avait transfigurés.
La conscience de cet humain, désormais mêlé dans un ensemble à tous les animaux et les plantes que j'avais absorbés, nous indiqua que nous nous trouvions dans une forêt, à côté d'un camp rempli d'autres humains. Nous voulions maintenant comprendre à quelle conscience collective ces humains appartenaient. Il nous fallait fusionner avec elle pour devenir plus forts, ensemble. On avait réveillé le général Tanaka aux aurores, pour l'amener devant la chose la plus étrange qu'il avait jamais vue. Au beau milieu d'un champ, à la place d'un camp qui se tenait là le jour d'avant, se dressait une sorte de tour de chair haute d'une dizaine de mètres. Un agglomérat répugnant de matière organique, cauchemardesque, qui se tordait et tendait lentement des sortes de tentacules sur le sol, semblant absorber ce qui lui tombait sous la main. Le général avait vu beaucoup de choses dans sa vie, mais ça jamais. À travers les lentilles de ses jumelles, il crut apercevoir des parties de corps humain qui évoluaient à l'intérieur de cette chose, affleurant parfois à la surface, en étant aussitôt ravalés. Le petit sergent qui l'avait tiré du lit s'inclina profondément et entreprit de lui expliquer ce qu'il s'était passé d'une voix rendue tremblante par la terreur. Cette tour était apparue dans la nuit, sur l'emplacement d'un camp. Ce monstre, ce démon comme les hommes l'appelaient déjà, avait fondu sur une des fosses communes qui entouraient cet endroit juste avant de s'y introduire. On ne savait pas trop ce qu'il était advenu des occupants, mais les membres et les têtes humaines qui parfois déformaient la surface de cette tour de chair étaient assez équivoques. Sur le sol serpentaient des tentacules qui s'étendaient petit à petit autour de cette tour. Ces langues de chair, plus ou moins épaisses, étaient attirées par les humains. On y avait envoyé un prisonnier chinois qui s'était vu attrapé par l'une d'entre elles saisie. Le spectacle qui avait suivi avait été des plus terribles. Ses os avaient craqué, son corps s'était déformé de manière infâme, puis sa peau avait fondu pour s'intégrer à cet amas de chair, comme attrapé, comme digéré en quelques secondes. C'en était trop pour le général Tanaka, qui prit la décision d'anéantir cette horreur. Les balles de mitrailleuse ne semblaient pas faire effet sur le monstre. Il s'enfonçait dans la matière sans y faire de dégâts. Il décida donc de faire donner l'artillerie. À coup sûr, 3 ou 4 obus bien placés viendraient à bout de ce démon. Nous étions étonnés que chaque unité, chaque humain que nous avons absorbé tente de fuir, ressent autant de souffrance et de terreur lors de la fusion. Fusionner, c'était pourtant devenir plus fort. Nous ne comprenions pas pourquoi ces entités s'y refusaient. Nous étions également surpris de ne pas être encore entrés en contact avec le cerveau de la conscience collective qui contrôlait tous ces humains. Le concept d'individu nous était totalement étranger, nous ne fonctionnions pas comme ça. Nous pensions donc que les entités absorbées étaient des éléments perdus d'une conscience collective plus grande. En accédant au souvenir commun de ces humains, nous nous étions rendus compte d'une chose. Ceux-ci semblaient s'affronter dans le monde entier. Nous en avons donc tiré la conclusion que leur mode de communication principal devait être la guerre, le conflit, possiblement entre plusieurs consciences collectives. Nous n'avons donc pas été surpris lorsque les humains qui nous observaient depuis une colline avaient tenté de nous agresser. Notre corps s'était déchiré lorsque je reçus les 4 impacts qui nous avaient fait exploser dans un déluge de matière organique. Mais notre corps était résilient, et notre raison naissante nous poussait à l'alimenter, à trouver la conscience collective qui régissait ce monde pour fusionner avec, et devenir plus fort. Les humains venaient également de nous faire une démonstration éclatante sur la manière dont ils voulaient communiquer, dont ils voulaient parler. Les nations, les pays, tous ces concepts qui étaient dans la conscience des humains que j'avais absorbés, devaient être autant de consciences collectives qui communiquaient à leur échelle en se faisant la guerre, en manipulant tous ces humains sur le champ de bataille. Si nous voulions être acceptés, il nous fallait faire comme eux. Ainsi nous avons décidé, nous aussi, de communiquer de la même manière. Nous allions nous étendre, encore et encore, jusqu'à réussir à parler aux nations, aux consciences collectives qui habitaient ce monde. La première étape fut de déployer nos tentacules à grande vitesse vers nos agresseurs. Tremblant de peur, le première classe Min Se-young, un Coréen enrôlé de force dans l'armée japonaise, entendait se rapprocher l'horrible crissement que produisaient les tentacules en rampant sur le sol. Ce bruit qui l'accompagnait chaque nuit dans ses cauchemars, depuis qu'il avait commencé à combattre le monstre. Dans sa main, pas d'armes à feu car elles étaient inutiles, mais un assortiment de grenades incendiaires, plus 2 cocktails Molotov qu'il devrait lancer sur les tentacules de chair dès qu'elles atteindraient son abri. Un déluge de flammes entourait le champ de bataille. D'immenses incendies ravageaient les beaux paysages de sa Corée. On avait découvert que le feu était la seule manière d'arrêter, du moins temporairement, la calamité qui s'était abattue sur l'Asie en cette année 1942. On disait que le monstre était tombé du ciel un an plus tôt, et qu'il avait commencé sa macabre entreprise dans le nord de la Chine.
Puis l'enfer s'était déchaîné lorsque cet amas de chair avait commencé à s'étendre, avalant tout sur son passage. En catastrophe, les Japonais avaient dû amener des renforts humains et matériels pour contrer cette nouvelle menace. Après des bombardements répétés sur l'immense tour de chair qui semblait être son cerveau, la chose avait fini par se diviser, par créer d'autres tours de matière organique à différents endroits, toutes reliées entre elles par des filets de chair qui serpentaient sur le sol. Ces tentacules étaient des sortes de synapses, des connexions entre les différentes parties du monstre. C'était également l'instrument que cet amas de chair utilisait pour s'étendre. Ces tentacules avançaient la plupart du temps tranquillement à la vitesse d'un homme qui marche. Puis dès qu'elles sentaient de la nourriture, dès qu'elles détectaient un rassemblement d'humains, elles se mettaient à fondre sur leur repas au pas de course, ce qui rendait la fuite très difficile. Lorsque les tentacules touchaient au but, un horrible festin commençait. Les malheureux pris dans cette tourmente se liquéfiaient au contact du monstre, pour être digérés en quelques secondes. Un sort affreux à voir et à entendre, qui avait déjà subi un nombre incalculable de personnes. En Chine, la créature avait avancé dans toutes les directions, absorbant les habitants de chaque ville, de chaque village. L'armée japonaise et l'armée chinoise avaient par endroits dû faire des trêves pour lutter ensemble contre cet ennemi redoutable. On avait tout essayé pour l'empêcher de s'étendre. On avait tenté d'attaquer les grandes tours de chair, qu'on pensait être le cerveau du monstre. Mais ces tours étaient maintenant nombreuses, très réparties, voire cachées par la créature dont l'intelligence semblait grandir au fur et à mesure de ses repas. Dans ces territoires vidés de ses habitants, la plus grande partie du sol était recouverte de ces fils de chair. Seuls des bombardements imprécis étaient envisageables, dans les zones dévastées que contrôlait le monstre. Mais celui-ci s'était encore une fois adapté, et avait fini par apprendre à se défendre contre les menaces venues du ciel. Des bras de chair absurdes, grotesques, se saisissaient de roches pour les projeter à des hauteurs ahurissantes, sur les avions qui venaient les bombarder. On avait tenté d'arrêter cette progression inexorable en inondant des zones entières, et même si la créature rechignait à plonger dans du liquide, elle finissait toujours par le faire, sachant très bien que son prochain repas était sur l'autre rive. Le feu restait le plus efficace. C'était la raison pour laquelle l'Asie n'était plus qu'un immense brasier. Il fallait tout brûler, à coups de bombes, d'explosifs, en allumant du kérosène, en ordonnant à chaque homme de se sacrifier pour brûler un ou deux tentacules. Mais le feu était éphémère, et on ne pouvait brûler une forêt ou un champ qu'une fois. Néanmoins, cette technique permettait de ralentir ce fléau. Les incendies avaient créé d'immenses zones mortes, que la créature ne pouvait traverser qu'à grand-peine. Ces incendies gigantesques, provoqués par l'homme, échappant à tout contrôle, avaient peut-être fait autant de victimes que le monstre. Le commandement japonais, mu par un cynisme révoltant, avait cru pouvoir utiliser la créature à son avantage, en créant de longs couloirs entourés par les flammes, afin d'attirer le monstre vers des objectifs stratégiques, vers des villes chinoises qui n'avaient pas encore soumises. Et tout cela avait fini par se retourner contre eux, lorsque les Chinois se mirent à faire la même chose. Chaque camp était de toute façon désemparé. On avait beau brûler les réseaux organiques, lancer des tonnes de bombes sur les tours, celles-ci se reconstituaient encore et encore, avalant des villes entières, plongeant ses tentacules dans les cimetières pour se régénérer, engloutissant des élevages entiers si les humains venaient à manquer. L'étroitesse de la péninsule coréenne avait permis aux forces impériales de la défendre, en allumant des brasiers en dessous du 38e parallèle. Et pour combien de temps? Déjà envoyé certaines parties du monstre, grandes comme des collines, plongées dans l'eau, afin de contourner les trous. Mine dut rassembler tout son courage pour allumer un cocktail molotov d'une main tremblante. Il sortit de son abri et le jeta sur l'horrible amas de chair qui se dirigeait vers lui à toute vitesse. Puis il vit qu'une de ses tentacules l'avait saisi au pied, sortie du sol comme une racine qui bougeait toute seule. Bientôt il sentit tout son corps se tordre, muter, se transformer, intégrer cet infâme ensemble. Il ne se rendit même pas compte qu'il hurlait car son esprit s'oubliait peu à peu. Une force immense était en train de l'envahir, un concert de voix, de souvenirs, d'expériences, d'émotions, puis ce chuchotement qui éclipsa tout le reste, une volonté puissante venue d'un autre monde, un cœur de voix qui lui disait « Viens, viens, rejoins-nous ». Mort, guerre, souffrance, peur, nous étions maintenant devenus géants. Une super conscience qui s'étendait sur une bonne partie de ce monde. On nous brûlait, on nous malmenait, on nous faisait exploser des parties entières de notre corps, synapses, que nous remplacions inlassablement en utilisant la matière organique de tous les humains avec qui nous avions fusionné. On nous envoyait des caisses de métal qui volent et des caisses de métal qui rampent, mais toujours nous pouvions nous faufiler autour, puis derrière, puis dedans, où nous pouvions cueillir, grâce à nos appendices, les humains qui se trouvaient à l'intérieur. Malgré tout, ils nous fuyaient encore. Ils ne se laissaient pas faire. Ils ne voulaient pas fusionner avec nous, alors que pourtant, nous parlions le langage de leur nation, de leur conscience collective, celui de la guerre et du conflit. D'un autre côté,
Les humains qui fusionnaient avec nous apportaient avec eux tout un assemblage de concepts que nous avions du mal à comprendre. Concept d'individu, de libre arbitre, qui infusait dans notre esprit petit à petit, que nous luttions pour refouler, mais qui allait bientôt nous transfigurer. Dans une tentative désespérée de communiquer, nous avons pris la décision d'imiter leur manière de faire la guerre. Grâce à de la matière organique, nous avions formé des chars, des canons, nous permettant de tirer nos appendices toujours plus loin, atteignant les arrières de l'ennemi, nous permettant de les vaincre au cours de batailles dantesques qui laissaient des paysages dévastés par les flammes et vidés de matière organique, conquis par mon réseau. Et malgré nos efforts, il nous fut impossible de trouver une seule de ces consciences collectives qui animaient ces humains, ces fameuses nations, ces pays, à qui nous aurions pu faire comprendre l'intérêt de fusionner. Et une première réponse à nos interrogations vint du nord, et notamment de cette ville qui s'appelait Vladivostok. L'endroit avait été évacué avant que notre corps ne l'atteigne, mais les rares humains restants que nous avions absorbés pensaient tous au même nom, au même homme. Staline. Un nom qui revint dans l'esprit de tous les humains avec qui je fusionnais lorsque nous nous étions étendus vers le nord. Staline, un nom révéré ou détesté, mais qui revenait sans cesse parmi ces humains-là. Ces humains étaient donc bien contrôlés par quelqu'un, par ce Staline. Nous avions donc sûrement trouvé le nom d'une des consciences collectives qui habitaient cette planète. Il fallait que nous le trouvions, que nous puissions lui faire comprendre l'intérêt de notre démarche, l'intérêt de fusionner. Les terres où se trouvait ce Staline étaient loin, très loin, pauvres en habitants, raison pour laquelle nous ne nous étions pas encore aventurés là-bas, préférant les grandes masses d'humains qui résidaient en Chine. Mais notre conscience avait grandi, et avec elle nos capacités de raisonnement. Même si le Sud était rempli d'humains assimilables en quantité énorme, il nous fallait faire pousser nos racines vers le nord, vers l'ouest, afin de fusionner avec Staline, ne faire qu'un avec cette conscience collective, et ainsi entrer en harmonie avec ce monde. Au fin fond d'un bunker secret, au cœur des montagnes de l'Oural, l'homme de fer, Joseph Staline, écumait de rage. Il venait de réduire en miettes le message que lui avait adressé Winston Churchill, le Premier ministre anglais. « Nous compatissons avec votre situation actuelle, disait-il. Nous pouvons tout de même mettre à votre disposition plusieurs de nos plus éminents scientifiques afin d'étudier la menace qui guette l'Union soviétique à l'Est et blablabla. Bla bla bla. Un va te faire foutre poli, c'était comme ça que Staline avait interprété le message. En cette année 1944, le tout-puissant dirigeant de l'Union soviétique était aux abois. Les Allemands avaient envahi 3 ans plus tôt. Après de nombreux revers, l'armée rouge avait réussi à repousser l'envahisseur, mais avait dû à nouveau reculer lorsqu'on s'était rendu compte que le monstre, le fléau qui ravageait l'Asie, avait commencé à se répandre insidieusement à l'intérieur de l'Union. C'était d'abord Vladivostok qui était tombé. Petit à petit, de nombreuses villes en Sibérie. On avait tout d'abord envoyé des batteries entières de chars lance-flammes contre ce nouvel ennemi qui avait terrassé les Chinois et les Japonais, et on pensait l'arrêter comme les Russes avaient toujours fait, grâce à l'hiver et à l'immensité du territoire. Ce n'était pas de simples tentacules qui s'étaient lancés à l'assaut de l'Union. L'armée d'Orient avait dû faire face à un simulacre ridicule d'armée humaine. Des masses de chair imitant de manière tout à fait imparfaite des hommes, des tanks, de l'artillerie, qui s'étaient abattus sur les soldats soviétiques complètement effrayés, que même les hurlements de leurs commissaires politiques ne pouvaient empêcher de fuir face à cette monstruosité. Cette débâcle avait obligé Staline à concentrer le plus gros de ses moyens pour contrer cette menace, alors que les nazis avançaient sans relâche à l'ouest. Moscou était tombé. L'ennemi était proche de l'Oural, et Hitler refusait fermement de négocier. L'Union soviétique était prise en étau par le Troisième Reich et une monstruosité sans nom qui tuait et absorbait tout sur son passage. Les États-Unis n'étaient officiellement pas entrés en guerre. L'Empire japonais était quelque peu occupé et n'avait pas pris l'initiative d'ouvrir un second front dans le Pacifique. La population américaine semblait penser que leur flotte et leur isolation géographique par rapport à l'Asie suffiraient à les protéger. En attendant, rien n'était en mesure d'arrêter définitivement ce fléau. Le froid de l'hiver 1943 avait semblé engourdir la progression de la créature, mais celle-ci s'était mise à chercher de la chaleur dans le sol, en plongeant ses racines tentaculaires en dessous du permafrost, y développant d'horribles tours de chair souterraine, hivernant tout en avançant doucement malgré tout, enfonçant ses racines dans le plus dur des sols. Les armées grotesques s'étaient figées puis s'étaient vidées, ne laissant que des formes, en pleine steppe, des coquilles qui s'effritaient au toucher pour ne révéler que du vide. Et quand on tendait l'oreille, on entendait creuser. Partout dans le sol de Sibérie, comme des milliers de petites fourmis qui avançaient vers une seule direction. Et Staline commençait à craindre que cette chose lui en veuille personnellement. Cela faisait plusieurs semaines que l'homme de fer était quasiment coupé du monde. Le dernier rapport était catastrophiste. À l'ouest, l'armée rouge était en déroute. La famine régnait partout. À l'est, l'hiver avait semblé ralentir le monstre, mais la population fuyait tout de même,
préférant tomber aux mains des nazis plutôt que d'être ingéré par ces immenses amas de chair. Le dictateur fut sur le point d'entrer dans une de ses légendaires colères lorsqu'il entendit un grattement. Un grattement insistant qui commençait à résonner dans les murs. Compte fait, pensa-t-il, peut-être aurait-il préféré mourir de la main du Führer lui-même. Enfin, nous touchions au but. Nos appendices renforcés par des mois à creuser dans une terre gelée avaient atteint le refuge de Staline, la conscience collective des soviétiques. Il était temps. Nous étions en train de dépérir. Chaque seconde qui passait était devenue une lutte contre certaines des consciences humaines que nous avions absorbées. Une partie d'entre elles ne semblait pas comprendre notre nouvelle nature, elles ne semblaient pas vouloir fonctionner avec nous. Cette lutte intérieure nous laissait souvent faibles et désorientés. De plus, les humains avaient réagi avec encore plus d'hostilité à nos tentatives d'imiter leurs armes. Nous avions donc abandonné cette approche pour nous concentrer sur un seul objectif, l'absorption de Staline, qui résoudrait sûrement nos problèmes de communication. Et il avait hurlé lorsqu'il s'était fait absorber. C'était en fait un humain comme les autres. Il n'était pas comme nous. Il n'était pas une conscience collective. Il n'était pas le cerveau d'un grand corps qu'il commandait à souhait. Nous avons découvert en lui qu'un esprit centré sur lui-même. Il n'était pas question pour Staline de fusion, de coopération, mais plutôt de terreur, d'intimidation. Ce fut alors que tout devint clair. Les humains n'étaient pas comme nous. Ce n'étaient pas des petites parties d'une conscience collective plus grande qu'eux. Ils étaient eux-mêmes leur propre conscience collective, isolés des uns des autres, incapables de fusionner. D'un coup, nous avons compris pourquoi ils étaient aussi réticents à se faire intégrer. Nous avons compris le sens du mot individu. Ces nations, ces pays n'étaient qu'un immense rassemblement d'individualités, œuvrant tous vers un but commun. C'était un prodige. Comment arrivait-il à se comprendre sans partager les mêmes pensées, les mêmes souvenirs, le même organisme? Se coordonner à cette échelle était en soi un miracle. Mais alors dans ce cas, pourquoi se faire la guerre? Pour quelle raison n'importe lequel de ces individus irait mourir pour le compte d'un autre? Nous étions en mesure de sacrifier une partie de notre corps pour survivre. Notre conscience resterait la même. Mais les humains, mourir sur le champ de bataille voulait dire disparaître. Il était complètement irrationnel de leur part de le faire. Nous avons alors compris que les humains se refuseraient toujours à nous. Plus nous allions absorber d'humains, plus leur individualité, plus leur mentalité prendrait le dessus sur notre conscience collective. Notre corps était voué à dépérir dans ce monde. Il fallait donc nous échapper, gagner un autre endroit. Pour cela, il fallait nous propulser dans l'espace, en laissant derrière nous une partie de notre corps comme nous l'avions fait auparavant. Nous avons donc concentré tout notre corps en un point au centre de la Chine, refluant de partout. Tout ce que nous avions absorbé, toute la matière, s'y trouvait dans une tour immense qui dépassait les nuages, qui s'étalait sur des centaines de kilomètres de diamètre. Et d'un mouvement de propulsion d'une force inouïe, tous les muscles de cet immense corps ont lancé notre conscience dans l'espace, à l'intérieur d'un petit bout de chair, partant vers un nouveau voyage. Cela faisait 3 ans que MacArthur se documentait sur la situation. 3 ans où les différents rapports qui lui parvenaient de Chine l'avaient informé du chaos démentiel qui y régnait. Personne ne connaissait dans les détails ce qu'il s'était passé, mais quelques années plus tôt, le monstre d'Apocalypse qui avait terrorisé l'humanité avait rassemblé son corps dans le centre de la Chine, formant un amas visible depuis l'autre côté du pays, juste avant que celui-ci ne retombe, inerte. Peu après, les avions de reconnaissance envoyés prendre des photos sur place avaient rapporté que cette masse de chair s'était divisée en millions d'êtres. Des imitations d'humains, d'animaux, de plantes, toutes faites de la matière organique qui composait autrefois le corps du monstre. Épaulé par la flotte de Pearl Harbor, le général MacArthur avait été missionné par le gouvernement afin de faire la lumière sur cette affaire, prendre pied sur le continent asiatique et ramener plusieurs de ces spécimens pour étude. Un camp de base avait donc été installé en Chine, qui était désormais une zone morte, vide d'humains, d'animaux et de végétation. MacArthur posait aujourd'hui les pieds sur ce qu'il restait de la ville de Changshu. Et franchement, il n'avait pas hâte d'aller plus loin. Il avait peur que le cauchemar reprenne, en plus des menaces de guerre qui planaient sur eux. Car cette intervention n'était pas du tout au goût des Japonais, qui avaient menacé les États-Unis de représailles. Mais heureusement pour eux, l'Empire du Soleil Levant ne représentait plus vraiment une menace. Lors des derniers mois qui avaient précédé le reflux du monstre, la plus grande partie des troupes japonaises avait été détruite, et le monstre avait même atteint l'archipel en passant sous l'eau, brisant en deux les porte-avions nippons qui avaient tenté de s'y opposer, massacrant selon les rapports plus de la moitié de la population. Le monstre s'était vraisemblablement divisé en un nombre important de plus petites entités. La plupart ressemblaient à des humains souvent mal formés, incapables de parler ou interagissant entre eux de la plus simple des manières. C'était tout simplement des parodies d'êtres humains qui tentaient d'imiter la vie
La plupart erraient sans but, s'attaquaient entre eux, se dévoraient, tentaient de copuler, voire discuter avec un vocabulaire extrêmement limité. D'autres semblaient ne pas pouvoir choisir entre être une plante ou un humain, et s'enraciner sur place tout en essayant de bouger. On avait repéré un tout petit nombre doué d'intelligence, qui pour la plupart faisaient de leur mieux pour disparaître dans la nature. Puis plusieurs années avaient passé. L'Allemagne nazie s'était étendue sur les anciens territoires soviétiques, s'arrêtant peu après l'Oural. On savait de sources sûres qu'un certain nombre de ces êtres avaient été capturés par le Reich. Les États-Unis étaient encore partagés entre le fait de rester neutres ou d'entrer en guerre aux côtés du Royaume-Uni, et un événement les avait persuadés de ne rien faire. En 1946, une bombe d'un genre nouveau était tombée sur Londres. Une bombe organique qui avait transformé les rues de la ville en une immense masse de chair qui s'était développée pendant plusieurs jours avant de se figer sur place et de pourrir, sans même endommager les infrastructures. Une bombe qui avait poussé les Anglais à se rendre. Non seulement le Troisième Reich avait gagné en Europe, mais il disposait désormais d'une arme d'un genre nouveau, très certainement construite suite à leurs recherches sur ces êtres issus du monstre. Les États-Unis ne pouvaient pas se laisser distancer dans ce domaine, et le général MacArthur avait capturé plusieurs milliers de ces spécimens pour mener des expériences. Devant le danger potentiel que ces êtres représentaient, on avait ordonné au général d'exterminer le reste. Ce qu'il restait de Shanghai fut la première cible. Plusieurs milliers de ces êtres y avaient convergé et tenté de fusionner à nouveau en s'escaladant, en se rentrant les uns dans les autres sans succès. Ils furent tous anéantis par des centaines de bombardiers B-17. Les plus gros rassemblements de ces choses furent détruits par le feu, par des bombes incendiaires et des plaquettes de phosphore blanc. Le reste s'était évanoui dans la nature. Ainsi s'était terminée la Seconde Guerre mondiale. Le Japon n'était plus qu'un demi-pays. L'URSS avait été presque entièrement anéanti, la Chine totalement, le Troisième Reich allemand était victorieux et les États-Unis étaient sur la sellette. Des êtres étranges, semi-humains, se baladaient partout sur le continent asiatique. La guerre s'était bien arrêtée, mais son issue avait été des plus étranges. Cela ne faisait que quelques jours que j'étais arrivé dans ce village en Inde. Pourtant, les locaux commençaient déjà à me regarder avec des airs soupçonneux. Les gens du coin se rappelaient encore du monstre et des ravages qu'il avait causés plus au nord. Nombre étaient les habitants qui avaient perdu un proche, absorbés dans la conscience collective. Ils en avaient conçu une haine immense pour les reliquats de son corps. Et moi, j'en étais un. J'étais un de ces individus issus de la conscience collective, un des rares qui ressemblait presque entièrement à un humain. En partant de la planète, la conscience collective de cet extraterrestre s'était séparée des consciences terrestres qui la composaient. Privés de leur fonctionnement collectif, ces consciences d'humains, d'animaux, de plantes avaient trouvé refuge dans ce qu'il restait de son corps, le divisant en de multiples parties, et toutes ces consciences étaient mélangées et embrouillées. Et il en résulta qu'une masse immense de ces nouveaux êtres était à peine viable, n'ayant pas de personnalité propre, était au mieux capable d'imiter la vie humaine ou animale. J'étais moi-même une des rares exceptions qui avait survécu. D'apparence, j'étais normal. J'avais réussi à me fondre parmi les humains, adoptant leur façon de parler, leurs us, apprenant leur politique. En 1960, une guerre froide régnait entre le Grand Reich allemand et les États-Unis d'Amérique. Hitler était mort, et son successeur, Göring, avait quelque peu adouci les politiques racistes des nazis, afin d'étendre son influence, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. Le dernier échelon de l'humanité sur Terre n'était plus les Juifs, ni les Slaves, mais les individus comme moi, issus des aliens, qu'on appelait désormais les Untermensch, soit les sous-humains. Dans les colonies du Grand Reich, situées dans les terres appartenant autrefois à l'Union soviétique, plusieurs États semi-indépendants étaient missionnés par le Reich pour récupérer ces nouveaux Untermensch et les intégrer dans des camps. Les comparses étaient exploités dans des tâches simples, à la mesure de leur intelligence, ou devenaient la cible d'expérimentation. Les Japonais étaient sûrement les plus revanchards et lançaient sans cesse des expéditions dans la zone morte, en Asie, afin d'y traquer les derniers de ces êtres qui avaient survécu. Nous n'étions plus très nombreux, mais ceux qui restaient étaient les plus intelligents. La plupart s'étaient regroupés en des petits groupes, des tribus, résistant du mieux qu'ils pouvaient aux incursions japonaises, allemandes et américaines, se considérant comme les représentants d'une nouvelle race. Les propriétés étonnantes du corps de l'alien avaient été étudiées, décortiquées et reconverties. On s'était rendu compte que ce patrimoine génétique venu d'un autre monde était fortement adaptable. Par une simple modification, on pouvait faire en sorte de créer des membres, des yeux, d'utiliser de la matière organique en l'agrandissant, en la faisant bouger, en la durcissant. Sans conscience collective, le corps de l'alien était devenu un outil qu'on était capable de reproduire et de manipuler. On savait que dans les colonies de l'ex-URSS, les nazis s'attachaient à créer des légions entières de ces êtres, les adaptant à divers travaux, créant des hommes-fonctions, des super-soldats et d'immenses machines organiques qui se reconfiguraient selon le terrain.
Des super soldats nazis dans lesquels on avait injecté des parties du monstre afin de les faire muter. On soupçonnait fortement les Américains de se livrer également à des expériences similaires. Les programmes atomiques et spatiaux naissants avaient été abandonnés par les grandes puissances pour se concentrer sur le développement d'armes organiques. Les États-Unis avaient également fini par se doter de la bombe organique, cette arme capable de détruire des villes entières, de les fondre d'un seul coup dans d'immenses blocs de chair. Une folie furieuse. Moi, je me contentais de survivre, de marcher. Au fond de moi, je savais que cette guerre froide ne se terminerait pas comme prévu. Même si les humains pensaient maîtriser ce qu'ils faisaient, ils ne le savaient pas. Comme moi, je le savais. Chacun des êtres issus du monstre avait encore le souhait, une étincelle, un infime morceau de celle-ci résidait au fond de nous. Et dans la zone morte, certains groupes y travaillaient. Et lorsque le monde sera au bord du gouffre, lorsque ces nouvelles armes mèneront la civilisation vers sa destruction finale, alors, peut-être que la conscience collective fera à nouveau son apparition. Alors, elle prendra le contrôle de toutes ces armes organiques, de toutes ces bombes, et unira enfin l'humanité en un seul organisme, immense, glorieux, qui proclamera avec force son message sur toute la Terre, puis dans tout l'univers. Viens, viens. Rejoins-nous. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce scénario. Encore merci à War Thunder d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour rappel, si vous voulez démolir des tanks et des avions en attendant l'arrivée des aliens, vous pouvez visiter le lien dans la description et le commentaire épinglé pour recevoir des bonus premium exclusifs. Souvenez-vous également, Alteris est disponible en podcast, mais aussi sur TikTok et Facebook. N'hésitez pas à visiter les liens dans la description pour accéder à tout ça. Et en attendant, chers abonnés et spectateurs, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.